Bienvenue à ce premier webinaire organisé par Europe Écologie Les Verts hors de France. Donc en fait, on a mis en commun toutes nos ressources. On a pas mal de militants partout dans le monde. Et en cette période Covid, ça en fait, nous permet de pouvoir se rencontrer et discuter autour de sujets, autour de différents sujets aussi variés que les violences faites aux femmes dont on va discuter aujourd'hui, que l'écocide ou l'agriculture, qui vont être des sujets qui vont arriver à un moment. Voilà, je vais juste commencer sur des chiffres. C'est connu, c'est qu'en 2019, on a 152 femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, 93 000 viols ou tentatives de viol en 2019. Et sur tous ces chiffres, un tiers ont été faits par des proches de la victime. Et en 2018, un tiers des 120 femmes qui ont été tuées avaient été en lien avec la police avant de se faire tuer. Donc, je vais d'abord laisser Jeanne de présenter ce qu'elle a à nous dire. Et après, si vous avez des questions, nous vous donnerons la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir et d'avoir l'occasion de pouvoir échanger autour de cette question extrêmement importante. Question extrêmement importante et question qu'on porte de manière forte et volontariste à Strasbourg, qui fait partie intrinsèque de notre nouveau projet municipal. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles, l'égalité femmes-hommes, plus globalement la lutte contre les discriminations. Et c'est important pour nous de mener ces différents combats, puisque ça reste pour beaucoup encore des combats, de manière les plus transversales possibles dans l'ensemble de nos politiques publiques. Donc, je crois que puisque la question qui m'était posée, c'était la manière dont, à l'échelle d'un territoire, on pouvait agir contre les violences sexistes et sexuelles, et notamment en période de confinement, ou en tout cas liées à cette période très particulière. Ce que je voudrais dire, c'est que les retours des acteurs de terrain qu'on peut avoir, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de signalements pendant cette année 2020 et notamment pendant la première vague de confinement. Alors, ce qu'ils nous disaient généralement, c'est que ça ne signifiait pas forcément qu'il y avait plus d'actes de violence, mais que par contre, ils devenaient de moins en moins, ils ne sont jamais supportables, mais ils l'étaient encore moins dans une période où les femmes devaient rester à domicile avec leur conjoint violent. Et donc, c'était extrêmement difficile. Et donc, il y a eu beaucoup plus de signalements, soit de la part des femmes elles-mêmes qui n'avaient plus aucun lieu pour pouvoir échapper finalement aux violences et plus du tout d'espace de respiration. Et puis aussi des signalements de la part des voisins qui, de fait, étant beaucoup plus présents à domicile, pouvaient entendre davantage ce qui se passait à côté et du coup avaient pu intervenir en signalement. Donc très clairement des chiffres du coup qui ont été en hausse. Donc il y a pour nous plusieurs actions importantes à mettre en place, d'autant plus qu'on est en train de vivre une seconde vague, quand bien même ce deuxième confinement est beaucoup plus relatif que le premier. Donc, on a cherché à réfléchir sur différentes actions de communication et je dois le dire, c'est pas forcément si simple que ça, et je voudrais être assez transparente sur des pistes qu'on avait pu évoquer et qui se sont finalement révélées pas forcément pertinentes, puisqu'on réfléchissait par exemple à la manière de faire, de communiquer sur le fameux numéro 3919, donc la ligne d'écoute pour les femmes victimes de violences. Donc, on s'est dit comment faire entrer ce numéro extrêmement important dans les foyers.
Et donc, on réfléchissait à cette méthode, et en fait, c'est pas si simple que ça. Donc, on avait même, pour tout vous dire, il y avait des pistes qui avaient été évoquées de dire, quand les personnes vont acheter le pain, sur le sac qui entoure les baguettes, on pourrait mettre le 39,19, etc. Bon, finalement, on s'est dit que c'était quand même peu pertinent d'associer, j'allais dire, une forme de tâche ménagère, l'achat du pain, avec la question de la lutte contre les violences sexistes. Donc finalement, on a retravaillé ce numéro sur des affichettes qui sont posées en bas des immeubles, à la fois pour lutter contre l'exclusion pour les personnes âgées, mais aussi pour pouvoir signaler ce numéro. On avait, je dois le dire aussi, dans la période, on avait lancé toute une campagne de communication contre le harcèlement de rue, qui malheureusement est tombée en novembre, au moment où tout le monde s'est retrouvé confiné. Donc notre mot d'ordre, la rue est à toutes et tous, n'était plus vraiment adapté. Donc voilà, ça c'était pour être un peu transparente sur des choses qu'on avait pu explorer et qui se sont pas du tout avérées pertinentes. Je voulais dire aussi qu'il y avait, vous le savez, la volonté du gouvernement français de faire des pharmacies, des lieux d'alerte pour les femmes victimes pendant le confinement. Et en fait, et c'est ce que nous ont confirmé les acteurs de terrain, c'était très peu adapté, puisque les pharmaciens, souvent, qui se retrouvaient face à des femmes victimes de violences, savaient pas forcément comment réagir. Et donc, au final, cette communication a plutôt poussé les agresseurs à limiter les sorties des victimes, qui du coup pouvaient de toute façon pas aller vers les pharmacies. Et pour celles qui arrivaient, elles n'ont pas toujours recueilli un accueil favorable. Donc on voit bien cette difficulté à communiquer et dans l'urgence et à accompagner. Donc on travaille aussi à faciliter le dialogue entre les associations et la police, pour assurer les associations qu'une femme victime de violence peut bien évidemment sortir de chez elle sans attestation ou pièce d'identité pour être mise en sécurité. Donc ça, c'est vrai que c'est un point d'attention à transmettre à la police municipale et aux associations, et aussi à la police nationale. Donc, il y a un vrai travail qu'on mène d'ailleurs de manière plus structurelle, avec notre police municipale, sur la mise en place de formations sur ces questions spécifiques, et puis notamment pendant cette période. Ensuite, je ne veux pas être trop longue, mais une action, pour le coup, structurelle qu'on a lancée dès l'été, c'est là plutôt sur l'aspect mise en sécurité des victimes, c'est de créer des places d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Donc, on a lancé assez tôt cet été, c'était l'un des premiers projets de la municipalité, un appel à projets d'associations qui permettent d'ouvrir des places d'hébergement. Et donc, ce sont 4 associations locales. Je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, mais je les cite quand même. Accueil sans frontières 67, Arcea Gala, Home Protestant et SOS Femmes Solidarité, qui ont été retenus et qui permettront d'ouvrir des places d'hébergement dès ce mois-ci, en fait, qui sont ouvertes là dès ce mois de novembre. Donc, c'est 104 places d'hébergement au total. Et sur cette centaine de places, qui sont soit du logement diffus, soit du logement collectif, financé par la ville de Strasbourg, eh bien, il y en a 74 qui sont réservées à des femmes victimes de violences intrafamiliales, qu'elles viennent avec ou sans enfants. Donc, c'est un point extrêmement important, parce que avec les acteurs du territoire, on a pu identifier que de très nombreuses femmes sont sur liste d'attente pour pouvoir bénéficier d'un hébergement sur le territoire, et parfois elles le sont pendant plus d'1 an. Et donc, en attendant qu'une place puisse se libérer, finalement, elles restent à leur domicile, et donc elles restent au contact de leur agresseur. Et donc, c'était crucial de pouvoir ouvrir des places, et on sait malheureusement que ces 74 places vont être occupées très, très rapidement, parce que la demande est bien là. Voilà ce que je voulais dire, et peut-être juste pour conclure et laisser la place à l'échange, dire que bien évidemment, au-delà des questions d'urgence, on disait communiquer dans l'urgence, protéger dans l'urgence, mettre en sécurité les victimes. Notre objectif, c'est évidemment de construire des villes dans lesquelles les femmes se sentent en sécurité à toute heure du jour et de la nuit, dans l'ensemble des quartiers de notre ville. Et donc, c'est évidemment un projet
très, très structurant, avec un besoin de travail de fond très transversal, comme je le disais en préambule. Donc, on travaille d'ores et déjà sur un budget sensible au genre, un budget municipal sensible au genre, dans le cadre de notamment d'une commission finances et budget municipal. Donc, ça répond à notre engagement d'égal conditionnalité de nos commandes publiques, hein, de se poser systématiquement la question de l'impact que vont avoir nos dépenses publiques et où est-ce qu'on investit cet argent public. Est-ce que cet argent investi va plutôt renforcer les inégalités ou est-ce qu'au contraire, il va permettre de les réduire? Et puis, des politiques plus structurelles d'aménagement. Donc ça, c'est toutes les réflexions sur l'aménagement de l'espace public pour pouvoir se sentir en sécurité partout dans la ville. Évidemment, avec en parallèle des politiques d'éducation dès le plus jeune âge. Et puis, là, on vient de voter une délibération sur le réaménagement des cours d'école. Et on en a profité puisque, bien sûr, il y avait une question de végétalisation dans notre projet écologiste, mais on en a profité pour rajouter la dimension du genre et la dimension de l'égalité filles-garçons en pensant justement ces réaménagements pour inciter à davantage de mixité et pour éviter que ces fameuses cours d'école conduisent à reproduire des schémas de domination qu'on connaît bien. Voilà. Donc, c'est juste pour vous donner quelques exemples des leviers qu'on peut avoir en tant que ville et que nous avons d'ores et déjà initié pendant les premiers mois de ce mandat. Merci beaucoup, Jeanne, c'était super intéressant. Et alors, du coup, n'hésitez pas à poser des questions, soit dans le chat, soit ceux qui suivent sur Facebook, de nous les envoyer sur Facebook et qu'on puisse les poser à Jeanne. Je ne sais pas s'il y en a déjà. Moi, j'étais assez intéressée aussi pour savoir, parce que je sais qu'il me semble que le gouvernement souhaite ouvrir aussi un centre d'accueil spécialisé pour pour les hommes auteurs de violences à Strasbourg. Est-ce que c'est quelque chose où il y a un travail qui a été fait avec la municipalité spécifiquement aussi là-dessus ou, voilà, je veux savoir si c'était aussi un peu dans les pistes de réflexion de ton travail. Oui, ça fait partie des pistes. D'ailleurs, on avait un échange avec un des acteurs que je citais tout à l'heure, une des associations assez récemment, et qui disait c'est très bien de travailler sur le fait de mettre à l'écart l'auteur des violences et de mettre en œuvre un accompagnement. Il déplorait juste que les dispositifs et les financements, notamment de l'État, soient débloqués beaucoup plus rapidement pour ce faire, alors que depuis des années, il y a un manque de moyens criants pour pouvoir mettre à l'abri les femmes victimes de violences. Donc, bien évidemment, oui, c'est une piste intéressante et qui permet, et ça n'est pas neutre, aux femmes et à leurs enfants de rester dans leur domicile, donc ce qui est quand même aussi une piste extrêmement intéressante, mais malheureusement, et nous le constatons au jour le jour, il est nécessaire de créer ces places d'hébergement en urgence pour pouvoir éloigner aussi les femmes qui le souhaiteraient. Donc oui, je pense qu'il faut pouvoir travailler sur les deux aspects. Alors, il y a une question qui est posée par Dominique qui demande en fait mais je pense que tu avais déjà dit ça, mais peut-être est-ce que la police municipale de Strasbourg a-t-elle reçu une formation sur l'accueil des victimes spécifiquement? Alors oui, effectivement, il y a des formations spécifiques sur ces questions. On a voulu que la formation cette année porte davantage sur les questions de harcèlement de rue, qui sont aussi de fait beaucoup plus dans l'actualité. Donc, il y a effectivement l'accueil, mais il y a aussi cette question du harcèlement de rue, parce que on sait que il est difficile de qualifier les infractions. Enfin, il faut pouvoir le faire prendre les personnes sur le fait, sur le vif, et donc c'est pas si simple que ça. Donc, ça demandait vraiment concrètement une formation. Donc oui, ça fait partie des choses que nous travaillons. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que mon adjointe en charge de la sécurité et de la tranquillité publique, Nadia Zourgui, et mon adjointe en charge de l'égalité de genre et des droits des femmes, Christelle Vider, travaillent
étroitement ensemble au quotidien sur cette question et puis sur d'autres. Il y a une question de Véronique Emmanuel Pétel qui est sur l'éducation. Je pense que tu as un peu touché ça déjà en parlant de l'organisation des cours de récré et des choses comme ça. Mais parce qu'évidemment, l'éducation reste comme une compétence nationale. Mais est-ce qu'il y a d'autres aspects spécifiques où tu vois le rôle que la ville peut jouer? Oui, effectivement. Donc, on travaille avec l'État sur ces questions. Et d'ailleurs, la rectrice est plutôt ouverte à ce qu'on puisse travailler ensemble sur les questions d'égalité filles-garçons. Donc, il y a effectivement ce que j'évoquais par rapport au réaménagement des cours d'école, mais même si on n'a pas de levier pédagogique en tant que ville, puisque tu l'as dit, ça relève de l'éducation nationale, on peut en avoir notamment sur tout ce qui est périscolaire, où travaille avec les associations. Et puis, il y a eu une très belle réalisation. Alors, il faut rendre à César ce qui était à César. C'était pas de notre fait, c'était dans le dernier mandat. Il y a eu une belle réalisation. C'est ce qu'on appelle l'espace égalité. Et en fait, c'est un lieu qui aborde toutes les questions qui ont trait à l'égalité et aux différents types de discrimination et qui explique justement, notamment aux enfants, aux jeunes, ce que sont les différents types de discrimination, ce que ça signifie. Et c'est vraiment très bien fait. Et donc, les différentes classes peuvent passer dans cet espace égalité. Et notre volonté, c'est de donner encore plus de place à ce site, parce que c'est vraiment très pédagogique et donc ça a un impact vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question aussi de Alexandre qui pose également la question si en fait il y avait des choses faites dans la municipalité précédente qui ont été continuées, qui avaient été intéressantes, ou si c'est juste depuis que tu es arrivé qu'on commence enfin à prendre ça un peu à bras-le-corps. Oui, comme je le disais, hein, je citais cet espace égalité qui avait été mis en place par la précédente municipalité, d'ailleurs dont je faisais aussi partie, mais à l'époque en tant que conseillère municipale, minoritaire dans la majorité. Et oui, il y avait de belles choses qui avaient été initiées. On avait une adjointe, Miné Gunbay, grande militante féministe, qui avait pu initier des choses vraiment intéressantes, notamment sur le partenariat avec l'ensemble des associations féministes locales. Et donc des séminaires sur ces questions réguliers, avec un grand moment chaque année, un colloque contre les violences faites aux femmes au mois de novembre, qui aurait dû se tenir là. Et donc, il y aura des choses en visio et en numérique, mais c'était assez impressionnant puisque chaque année, au Palais de la Musique et des Congrès, on avait vraiment des intervenantes de très, très grande qualité, nationale, internationale, qui venaient intervenir, et on avait 2000, parfois 3000 personnes, très majoritairement des femmes, mais aussi quelques hommes, présents à ce colloque contre les violences faites aux femmes. Et je pense que l'impact, en plus le fait que ça se renouvelle chaque année avec à chaque fois un prisme différent, des thématiques différentes, c'était une très très belle réalisation mise en œuvre par cette élue, cette adjointe, ancienne adjointe, Miné Gunbay. Donc j'en profite pour lui rendre hommage à son travail. Merci. Il y a aussi une question de Marie-Cécile qui demande si vous aviez travaillé avec des chercheurs en fait sur des questions de genre, notamment pour les espaces extérieurs, ou si c'était vraiment juste un travail fait par la municipalité. Oui, alors effectivement, c'est intéressant d'essayer de multiplier les liens avec l'université, notamment. Et donc, par rapport à ce que j'évoquais sur les aménagements extérieurs, les réaménagements des cours d'école, etc. On travaille notamment avec des chercheurs, avec une doctorante qui travaille sur ces questions. Donc évidemment, ça vient enrichir très fortement la réflexion. Après, on a eu, je le dis pour l'anecdote, puisque c'était dans le débat du conseil municipal de la semaine dernière, on nous a beaucoup dit, oui, vous vous appuyez sur des études, mais vous essayez de faire dire, en gros, vous essayez de faire dire aux études
des choses pour mettre en œuvre votre idéologie politique. Voilà, c'est en gros comme ça que ça a été retranscrit. Et donc, je crois que c'est important quand même de faire valoir tous les travaux sérieux qui sont menés dans nos pays depuis de nombreuses années. J'ai notamment cité les travaux du Haut Conseil à l'égalité en France, qui est une instance nationale et qui n'était pas pour le coup comment dire, un prolongement de l'idéologie écologiste. Voilà, ça c'était pour l'anecdote de la semaine dernière. Encore 2 minutes et demie, il y a Bertrand qui voudrait poser une question. Merci Léa. Bonsoir Jeanne. Bonsoir à toutes et tous. Oui, rapidement, en fait, c'était deux petites questions sur les éventuels soutiens et relais que vous pouvez trouver auprès de d'autres organisations publiques. Je pense ici particulièrement peut-être à la région ou communauté de communes, voire à l'État. Et deuxième aspect, c'était quelles sont pour toi tes sources d'inspiration ou quelles sont les collectivités locales qui t'inspirent, toi, en tant que maire, sur ces enjeux-là? Où est-ce que tu vas chercher tes bonnes pratiques? Alors, sur la première question, je disais qu'on tâchait d'y travailler avec l'État. Il y a peu, pour l'instant, en tout cas, de partenariats. Je regarde si on me contredit, mais avec le département, la région, c'est principalement quand même avec l'État et puis finalement avec les associations locales. Hein. Très, très concrètement, c'est comme ça que se fait le travail sous l'impulsion de la ville. Peu de travail à l'échelle métropolitaine, puisque c'est l'Eurométropole à Strasbourg, même si je suis convaincue qu'il serait intéressant et on va essayer d'y tendre, mais on n'y est pas encore, d'échanger davantage avec les différentes communes de la métropole, quelle que soit leur taille d'ailleurs, parce que ça peut être intéressant justement dans des configurations un peu différentes, dans des communes plus rurales ou semi-urbaines, de pouvoir aussi échanger sur ces aspects, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore vraiment le cas. Et puis, sur la deuxième question, dans les villes qui peuvent inspirer. Moi, j'ai l'exemple de Vienne pour tout ce qui était justement aménagement public et aussi cette approche sur le budget genré. Alors, je n'ai pas pu aller le constater encore. J'espère qu'après la crise sanitaire, je pourrai y aller et qu'on organiserait une petite délégation à Vienne. Mais en tout cas, c'est un exemple qui est revenu très, très fréquemment et qui nous a en tout cas inspiré dans nos engagements municipaux. Merci beaucoup, Jeanne. Si tu devais partir à 19h01, c'est bon. On t'a pas pris trop de temps et trop dépassé sur ton temps à partir. On te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous et c'était super intéressant de voir exactement ce qui était fait au niveau local et très concrètement dans une mairie. Merci à vous. C'est moi qui suis un peu frustrée de ne pas pouvoir assister à la suite, mais je vous souhaite de beaux échanges. Et juste pour la petite question, bien sûr qu'on travaille étroitement avec le CIDFF, bien évidemment, à Strasbourg. Merci à toutes et tous. Très bonne soirée, bons échanges. Et on va suivre avec Mélanie, donc Mélanie Vogel, qui est donc, comme je disais, membre du comité exécutif du Parti vert européen. Et voilà, en fait, on va aussi un peu décentrer et pas partir. On a commencé avec Jeanne, qui partait du local, qui nous a expliqué un peu très concrètement ce qui se passait. Et on va passer un peu plus au niveau des propositions différentes européennes. Et voilà, parce que les violences, là, ça peut être très concret au niveau, quand on pense aux violences physiques ou quand on pense un peu plus après aux violences psychologiques, verbales. Mais c'est aussi des violences économiques, c'est aussi... et il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violences en dehors des couples, qui sont les premières choses qu'on pense quand on pense des violences faites aux femmes. Donc, je vais laisser Mélanie s'exprimer sur le côté européen. Voilà. Oui, bonsoir tout le monde, merci beaucoup. Donc effectivement, je pense qu'avec mon intervention, on va faire un petit saut dans l'abstraction de l'Europe. Ça va être un petit peu moins concret que ce que Jeanne a pu nous raconter, mais j'espère que ça sera néanmoins intéressant. Donc la première chose que je voulais dire, donc moi je siège effectivement à la direction d'un parti européen, du Parti vert européen. Et je voulais juste dire que donc, le Parti vert européen, c'est un parti qui est une fédération de partis écologistes des différents pays européens, pas que de l'Union européenne. Et comme vous pouvez imaginer, une fédération de partis venus de toute l'Europe, on n'est pas toujours d'accord sur tout.
Mais je pense vraiment que les questions féministes et les questions démocratiques, et les questions féministes en particulier, font partie. Je ne dis pas qu'on est toujours d'accord sur tout à 100%, mais je pense que c'est vraiment, et ça ne m'étonne pas que Jeanne ait dit dans son intervention que ça avait été au cœur de leur projet pour la municipalité à Strasbourg, je pense que c'est vraiment les questions sur lesquelles on s'engueule le moins dans le Parti vert européen. Bien sûr, les féministes chez les écolos s'engueulent, surtout chez les écologistes français, parce que les féministes françaises, surtout, aiment pas mal s'engueuler. Mais je dirais vraiment que disons l'ADN des écologistes, c'est bien sûr la protection de l'environnement, la lutte contre le dérèglement climatique, etc. Mais quand on voit ce qui nous unit, il faut avoir conscience que la lutte contre les violences basées sur le genre, contre le patriarcat et contre les violences faites aux femmes est vraiment au cœur de notre identité politique. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau européen, qui est un niveau où on n'a pas les pouvoirs aussi concrets que peut avoir une mairie et pas non plus les compétences directes qu'a un État. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de droit européen, mais il y a quelque chose qu'il faut toujours savoir quand on pense à qu'est-ce que l'Union européenne peut faire. L'Union européenne est un système politique qui est basé sur une logique qui est parfois un petit peu embêtante. C'est qu'en fait, à chaque fois que l'Union européenne agit, elle doit agir sur la base ce qu'on appelle une base légale, une compétence qui est explicitement écrite dans les traités. Alors, pour beaucoup de choses, c'est le cas. Et puis parfois, c'est pas le cas et là, on a beau crier: «Mais l'Europe ne fait rien» et cetera. Le problème, c'est que quand on n'a pas la compétence inscrite dans le traité, effectivement, on a un problème pour agir. Alors, dans tout ce que Jeanne a cité, c'est vrai que, beaucoup des aspects des violences faites aux femmes sont en fait, font partie, dans beaucoup de cas, du droit pénal et ce n'est pas une compétence de l'Union européenne et donc il n'y a pas, l'Union européenne ne peut pas, proposer une loi pour que, telle, pour changer, la définition du viol, pour changer les peines de prison, pour, les violeurs et cetera. On est assez contraint avec ce qu'on peut faire malheureusement. Un jour, on arrivera à changer les traités et à changer tout ça, mais aujourd'hui, l'Union européenne est comme elle est et on est limité par les traités. Alors, c'est pas qu'on ne peut rien faire, mais voilà, c'est une limite. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire au Parlement européen? Plusieurs choses. La première chose, c'est, il y a une liste de crimes européens, heu, qui est dans les traités et il est possible d'ajouter des choses à cette liste et ce que les écologistes portent beaucoup au Parlement européen, c'est le fait d'ajouter, les violences faites aux femmes et plus largement les violences basées sur le genre, parmi cette liste de crimes européens et si c'était fait, alors ça nous donnerait une base légale pour adopter des lois là-dessus. Donc c'est une campagne très forte qu'on a de dire: «Il faudrait admettre que les violences faites aux femmes, parce qu'elles ont un caractère par définition transfrontalier et européen, parce que, il y a des milliers de situations où on a des couples transnationaux, on a des condamnations dans un État qui, dans un autre État, sont pas exécutées et cetera. Ça devrait être un champ de compétences européen». Et sur cette base-là, on voudrait avoir une directive qui harmonise les dispositions au niveau européen. Donc ça, c'est un élément très fort. Il y a un autre élément qui est un petit peu plus facile, plus restreint, mais plus facile. On essaye et on fait d'autant plus fortement que ce sont les écologistes qui ont ce rapport, qui sont rapporteurs au Parlement européen là-dessus. C'est sur les violences en ligne. Parce que là, on a dans les traités, dans cette liste de crimes, il y a donc les violences en ligne. Alors, quand on a écrit les traités, ça s'appelait pas comme ça, c'était les violences informatiques ou un truc comme ça. Mais on peut l'utiliser pour tout ce qui est harcèlement en ligne, incitation à la haine en ligne, menaces de viol en ligne, et cetera. Et donc, les écologistes portent le fait de proposer une directive européenne pour encadrer les violences faites aux femmes en ligne. C'est restreint, mais il se trouve qu'on a une base légale et donc on attrape cette base légale pour essayer de légiférer là-dessus. Il y a autre chose qu'on peut faire qui n'est pas vraiment exactement dans adopter des lois, c'est quand on décide du budget.
parce que l'Union européenne ne peut pas légiférer sur qu'est-ce que c'est le harcèlement, qu'est-ce que c'est un viol, etc. Mais par contre, l'Union européenne a un budget qu'elle distribue à travers des programmes. Et nous avons obtenu quelque chose, et ça, c'est vraiment c'était vraiment un combat du groupe écologiste au Parlement européen, au sein, donc je ne sais pas à quel point vous suivez les négociations, c'est ce grand drama sur le prochain cadre financier européen. Mais une grande lutte qui a été celle de notre groupe, ça a été d'avoir une méthodologie pour évaluer tout le budget, quel impact chaque programme avait sur les discriminations liées au genre, et donc d'essayer d'avoir, donc par exemple, je vous donne un exemple, quand on régule les tests pour les voitures, pour savoir si une voiture peut être mise sur le marché, eh bien, dans les règles qu'on a pour savoir la poupée, où est-ce qu'elle est, où est-ce que la ceinture doit être, à quelle vitesse on l'envoie sur un mur, eh bien, on fait toujours avec des modèles masculins. Et donc, il se trouve que on va faire des crash tests qui correspondent à une taille moyenne d'un homme, un poids moyen d'un homme, voilà. Et ça fonctionne pour les hommes, mais ça ne fonctionne pas nécessairement si la conductrice est une femme. Autre exemple, c'est sur tout ce qui est essais cliniques et les autorisations de mise sur le marché des médicaments, puisque on teste souvent les médicaments par rapport à des comportements de type ou sur des hommes, des comportements de type masculin ou sur des hommes. Or, on sait que il n'y a pas que des hommes sur Terre, et donc du coup, si on teste de façon plus large, on peut s'apercevoir que si c'est une femme ou si c'est une personne non binaire ou si dans certains cas, c'est une personne transsexuelle, et cetera, et en fait, on n'aura pas les mêmes chiffres. Et en fait, en ayant toujours, en pensant nos lois et la manière dont on essaie de les appliquer pour des hommes, on rate aussi une grande partie de la réalité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de… Ça peut paraître abstrait, mais c'est extrêmement puissant. Ça n'existait pas du tout. Et c'est un peu ce que Jeanne a dit sur essayer de faire ça s'appelle gender budgeting. Désolée pour c'est moche, mais je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais en gros, c'est l'idée d'essayer de ne pas voir les politiques d'égalité des genres comme un chapitre. Alors, j'ai le chapitre environnement, j'ai le chapitre énergie, puis j'ai le chapitre égalité des genres, et puis là, je vais traiter des trucs égalité des genres. C'est vraiment de se rendre compte que les discriminations fondées sur le genre s'appliquent à absolument tous les secteurs, et d'essayer de le voir de façon transversale et de corriger dans chaque politique publique nos biais liés au genre. Et ça passe aussi, donc c'est cette méthodologie qui est quelque chose de très nouveau qui va être mis en place quand on aura adopté le budget bientôt. Et après, c'est aussi des programmes. Donc, on s'est notamment beaucoup battu pour un programme qui s'appelle Droits et valeurs, au sein duquel il y a un programme qui s'appelle le programme Daphné, et qui est de l'argent public européen qui finance des projets, des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Donc ça, c'est l'aspect voilà, budget. Alors après, il y a une troisième chose qui est à peu près connectée au niveau européen, mais ce n'est pas tout à fait l'Union européenne, mais c'est quelque chose de très fort. C'est ce qu'on appelle la Convention d'Istanbul. C'est une convention internationale du Conseil de l'Europe. Donc le Conseil de l'Europe, ce n'est pas l'Union européenne, mais tous les États membres de l'Union européenne sont également membres du Conseil de l'Europe. Alors la Convention d'Istanbul, c'est une convention internationale sur l'élimination des violences faites aux femmes, qui est l'instrument, je pense, l'instrument de droit international le plus exhaustif, le plus progressiste et le plus complet sur la question. Et alors, tous les États européens, membres de l'Union européenne, ont signé cette convention. 21 États, je crois, sur maintenant 27, l'ont ratifiée. On a 6 États qui donc ne l'ont pas encore ratifié, donc 2 qui posent un sérieux problème, la Bulgarie et la Slovaquie, parce que là, il y a un gros souci. La Bulgarie, il y a eu un jugement de leur cour constitutionnelle qui dit que c'est contraire à leur constitution, et en Slovaquie, ils ont arrêté la ratification. Mais à part ça, voilà, l'idée, c'est d'arriver à avoir les 27 États qui la ratifient. Et dans la Convention d'Istanbul, donc ce n'est pas une loi européenne, mais c'est un traité international que doivent respecter tous les États européens. Il y a des choses très, très fortes, notamment, et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, et notamment chez Europe Écologie Les Verts,
et on a adopté une position ce week-end, c'est sur la définition pénale du viol. Parce que vous savez peut-être que, donc tu l'as dit Léa au début, il y a environ 14, bon, moi j'avais 94 000 comme chiffre, mais bon, viols ou tentatives de viol en France par an. On sait qu'on a 1% des viols qui donnent lieu à des condamnations. Ça veut dire qu'on a 99% des viols, la quasi-totalité des viols en réalité demeurent dans l'impunité. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent ça. Mais une des raisons, c'est qu'on a une définition pénale du viol qui n'est pas basée sur le consentement. Donc en droit français, on ne considère pas qu'un rapport sexuel non consenti, c'est un viol. On considère que pour caractériser le viol, il faut avoir la capacité de prouver contrainte, menace, surprise ou violence. Et par exemple, la Convention d'Istanbul oblige les États signataires, dont la France, à changer leur définition pénale du viol. Elle impose aussi des nombres de, comment on dit, de places d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Et elle impose aussi, et c'est un texte, je vous invite à le lire parce que c'est un texte très long avec beaucoup de choses, mais bon, principalement, elle impose aussi de relever des données pour pouvoir faire des comparaisons dans le temps et entre les États, parce qu'on manque énormément les données ne sont soit pas présentes, soit pas harmonisées, les définitions ne sont pas les mêmes entre les États. On a beaucoup de mal à comparer ce qui se passe dans les différents États européens. Et donc, on a cette convention, alors c'est un peu à côté de l'Union européenne, mais une chose sur laquelle on se bat beaucoup chez les écologistes, c'est de faire que l'Union européenne ratifie deviennent membres de la Convention du Conseil de l'Europe. Alors, nous, on pense que c'est possible. Les États européens réunis au sein du Conseil considèrent que c'est pas possible ou que c'est possible que sur une petite partie de la charte, juste celle qui recoupe des compétences européennes. Bref, on a demandé un avis de la Cour de justice qu'on devrait avoir l'année prochaine. Mais si c'était le cas et si on y arrivait, ça donnerait des obligations très fortes à l'Union européenne en ce qui concerne la protection des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes. Et voilà, la dernière chose, la troisième chose et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'on a en ce moment dans l'Union européenne, on est dans un temps politique qui est très particulier parce que, bon, à la fois, on a fait on fait des bons via la crise liée au Covid-19, on a fait des bons d'intégration. On a pour la première fois adopté un budget avec des obligations européennes. C'était une demande des écologistes depuis très longtemps. C'était impensable il y a 2 ans. Personne n'en voulait. Bon, aujourd'hui, dans une crise mondiale, on s'est enfin mis d'accord pour faire des choses comme ça. Donc, on est à la fois dans un moment où il y a des bons d'intégration qui se font, et en même temps, on a, et j'en parle parce que c'est intimement lié en réalité à la question des discriminations de genre et des violences basées sur le genre. On a, dans certains pays européens, des forces réactionnaires, conservatrices au pouvoir qui ont un pouvoir plutôt destructeur de l'Union européenne et de nos valeurs communes, particulièrement en Pologne et en Hongrie, mais pas que. Et on voit très bien que dans ces pays-là, systématiquement, les attaques contre la démocratie, contre l'état de droit, contre la liberté de la presse, contre les libertés fondamentales en général, la liberté de manifester, de s'informer, etc., vont de pair avec des attaques contre les droits des femmes. C'est le cas en Pologne avec les attaques contre le droit à l'avortement. C'est le cas et avec les zones sans personnes LGBT. C'est le cas en Hongrie avec leur volonté d'écrire dans la Constitution qu'un mariage, ce n'est que l'union d'un homme et d'une femme. On a dans l'Union européenne en ce moment ce qu'on dit en français, en anglais, pardon, un backlash. Je ne sais jamais comment on dit ça en français, mais un retour en arrière. Retour de bâton. Un retour de bâton très fort. Et donc, on est au niveau européen à un moment comme ça où on a à la fois une grande capacité à s'unir plus et à la fois ça craquelle dans des endroits sur des choses majeures. C'est les valeurs qu'on a en commun et notre capacité aussi au niveau européen à les faire respecter, puisqu'on voit en Pologne et en Hongrie qu'en fait, les instruments qu'il y a aujourd'hui
à disposition de l'Union européenne, eh bien, pour l'instant, voilà, on essaye, on a une procédure quand les États ne respectent pas les libertés fondamentales, etc. C'est une procédure qui est très longue, il faut l'unanimité au Conseil, etc., etc. Ça prend des années, d'ailleurs, c'est en train de prendre des années pour la Pologne et la Hongrie, et en même temps, eh bien, que ça prend des années, ben, voilà, l'avortement est menacé en Pologne, le droit à l'avortement est menacé en Pologne, le droit des trans est menacé en Pologne, etc. Et on manque, du fait de la manière dont l'Union européenne est construite, d'outils pour protéger ça. Et voilà, donc je pense qu'on n'a pas fini avec ça parce qu'on progresse d'un côté, on régresse de l'autre. Et, et voilà, et je veux finir sur une note d'espoir quand même, parce que je ne veux pas finir en me disant c'est tout pourri, Orban est méchant. On a aussi, je pense qu'il faut voir, et si vous ne l'avez pas vu, il faut regarder les manifestations qui ont lieu régulièrement en Pologne en ce moment. On voit qu'il y a, bien sûr, il y a des menaces, mais il est en train de naître en Europe une force incroyable et une sororité incroyable. Et les femmes polonaises l'ont montré à travers, je veux dire, au-delà des partis politiques, des classes sociales, géographiques, etc. C'est un mouvement extrêmement puissant qui est en train de naître, qui a reçu une solidarité incroyable au-delà des frontières. Et je crois que c'est vraiment un point de départ important pour une vague, je sais que c'est une vague féministe très forte qui est en train de naître au niveau européen, au-delà des frontières. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Il y a une des questions qui a été posée par Rémi qui est pareil, en fait, rediscute en fait, de ton point sur la Pologne. En fait. Est-ce qu'on peut craindre que la Pologne aille plus loin encore dans ses répressions, que le backlash en fait, continue en Pologne? Parce qu'il y a eu une forte mobilisation, mais est-ce que ça va aller encore plus loin du côté de la Pologne et qu'ils ne vont pas réussir à arrêter en fait, ce mouvement? Ouais. Bah, en fait, c'est un peu ce que je disais à la fin. Je pense que ouais, ça peut aller plus loin. Mais après, pour la Pologne et peut-être encore plus que pour la Hongrie, je pense que, s i l'opposition est extrêmement forte. Elle est extrêmement forte et extrêmement unie, et du coup, on a vu les dernières élections présidentielles, le PiS, donc le parti au pouvoir, il gagne, mais vraiment de peu. C'est pas On n'a pas comme en Hongrie, un phénomène où il y a eu la plupart disons des progressistes, des gens des personnes LGBT et cetera qui sont partis. Ils partent beaucoup, mais en Pologne, il y a encore en Pologne, beaucoup de gens qui se battent, et ils sont beaucoup, et du coup la société est très fracturée. Mais moi j'ai quand même de l'espoir qu'aux prochaines élections, on arrive à renverser ce gouvernement. Il y avait aussi une question qui était, je pense que tu peux répondre, c'est pas exactement le sujet, mais c'était un petit peu sur les questions des violences faites aux femmes. Bah, les violences, elles sont faites par des hommes, parce que ça, il faut quand même Souvent, ouais. quand même, en fait, on utilise très souvent, moi, c'est un truc que je voulais dire, mais on utilise le terme de violence faite aux femmes, mais il y a, en espagnol, on utilise beaucoup plus le terme de violence machiste pour rappeler en fait que les violences ne sont pas que, sont faites par un genre en particulier. Si je peux rappeler les chiffres aussi, hein, les personnes condamnées, je crois qu'il y a 96% des personnes condamnées pour violences conjugales qui sont des hommes, et 99% des violences sexuelles des personnes condamnées qui sont des hommes. Et donc la question c'était est-ce qu'on doit changer les hommes et comment le faire? Voilà, mais donc ça, on a commencé. Mais donc c'est un peu large. Donc si tu veux prendre si tu veux prendre un point pour répondre spécifiquement et qui pourrait être en lien avec l'Union européenne ou avec. Ouais, non, je peux. Bon, la question est-ce qu'on doit changer les hommes? Oui, d'accord. Non, mais par contre, non, ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est vrai que en fait, il y a un gros sujet sémantique. Dans les traités européens, ce qui est dit, c'est que l'Union européenne œuvre à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est effectivement très restrictif, et ça ne dit pas que l'Union européenne lutte contre le patriarcat et la misogynie. Nous, en tout cas les écologistes, et je jonglais un petit peu avec les deux termes pendant mon intervention, on insiste beaucoup pour parler d'égalité des genres,
et de violences fondées sur le genre. Parce que c'est plus large que juste dire les violences faites aux femmes, mais aussi les violences fondées sur le genre, ça montre qu'il y a une dynamique de genre et que ce n'est pas juste des violences sur des femmes, c'est des violences fondées sur le fait qu'il y a des genres et que dans la société, elles ont des rôles sociaux et qu'il se trouve qu'il y a des hommes et des femmes et qu'on est dans une société machiste et patriarcale qui fait qu'il y a une domination des hommes sur les femmes, etc. Et cette bataille sémantique, c'est pas une blague, c'est une vraie bataille législative, puisque il y a des États au Conseil des ministres qui ne veulent surtout pas utiliser égalité des genres, le terme égalité des genres ou violence basée sur le genre, parce que, ils refusent le fait que le genre est un concept qui existe, mais aussi, ils refusent aussi l'idée que du coup, il n'y a aussi pas que des hommes et des femmes dans le monde, qu'il y a aussi des personnes non binaires, etc. Mais ils refusent aussi de dire que, en fait, c'est pas juste, il y a un groupe, les femmes, comme ça, subissent des violences. Non, elles subissent des violences dans une société ancrée par des mécanismes sociaux qui expliquent qu'il y a une domination d'un groupe sur l'autre et pas juste par hasard, il se trouve que les femmes subissent des violences. Donc effectivement, et c'est un vrai sujet parce que en voulant se restreindre au terme violence faite aux femmes, j'ai essayé d'utiliser les deux parce que je ne veux pas cacher non plus que la plupart du temps, les victimes sont des femmes. Mais effectivement, c'est en voulant se restreindre à ça, il y a un agenda politique derrière très fort, refuser que le genre existe et refuser que c'est une domination fondée sur le genre. Merci beaucoup, Mélanie, c'est super intéressant. Et je pense que c'était bien pour avoir justement ton ouverture sur les mouvements sociaux, parce que je pense que c'est ce dont va nous parler un peu Marie-Cécile, et qui a écrit, du coup, qui va nous en parler un petit peu, un livre sur la démocratie féministe, là, et qui, si je ne me trompe pas, tu discutes un peu aussi de ce backlash, discuter un peu de ce backlash, et dans une perspective un peu plus d'ouverture et de diplomatie féministe. Donc, je vais te laisser présenter ton sujet, et après, on pourra prendre des questions pendant l'intervention. Merci beaucoup pour votre invitation que je dois à Bertrand, qui est un vieil ami depuis de nombreuses années, on ne veut pas compter. Effectivement, j'ai écouté avec beaucoup d'attention parce que c'est toujours intéressant pour moi, qui vient du monde universitaire mais qui a beaucoup gravité en dehors du monde universitaire. Cabinet ministériel avec Najat Vallaud-Belkacem, France Stratégie, qui est l'ancien commissariat général au plan, donc c'est un organisme qui est placé auprès du Premier ministre en France et qui fournit de l'expertise sur différents sujets de société. Maintenant, je travaille auprès des universités aussi pour faire le lien avec le débat public et les politiques publiques. Donc, c'est intéressant pour moi sur ces sujets qui sont très, très complexes à comprendre, à saisir, à analyser, d'être un peu à l'intersection de tous ces mondes qui se connaissent parfois mal, qui parfois ont des suspicions les uns vis-à-vis des autres. Donc, voilà. Et alors, sur les questions de genre, ça fait longtemps que je travaille dessus, et je travaille aussi depuis encore plus longtemps sur les États-Unis, et notamment sur les droites américaines. Et donc, j'ai écrit plusieurs livres sur Donald Trump, etc., dont un qui s'appelle Trump, la revanche de l'homme blanc. C'est Trump analysé par le genre, en fait. Politique intérieure, politique extérieure, communication, leadership, gouvernance. Donc, c'est un livre qui m'a beaucoup amusé. Et la conclusion de ce livre, qui est sorti en début 2018, c'était « Et si le féminisme n'était pas la première force d'opposition à Trump, parce que le féminisme va œuvrer à combattre Trump ». Et effectivement, on a vu que dès janvier 2017, les premières manifestations anti-Trump, il y en a eu beaucoup depuis, dans les défenseurs de l'environnement, les antiracistes, évidemment, c'est les plus récentes, celles qui sont dans toutes les têtes. Les premières opposantes à Trump dès janvier 2017, c'est les Women's March. C'est 4 millions de personnes dans la rue aux États-Unis, donc c'est un record aussi de mobilisation dans le monde, dans beaucoup de pays du monde. Et donc, j'ai publié il y a un mois un livre qui s'appelle « La démocratie féministe, réinventer le pouvoir », qui a comme pitch comment penser le monde après Trump,
Et après Bolsonaro, après Orban, après tous ces nationaux populistes, on peut dire, et comment le féminisme pourrait être une source d'inspiration pour réfléchir à ce monde d'après. Et donc là, bon, Trump, quoi qu'il en dise, quoi qu'il en pense, vient d'être battu, et on a une impression, mais c'est un peu la même chose avec le Brésil de Bolsonaro, c'est un peu la même chose avec d'autres pouvoirs qui ont été évoqués juste avant. On a une impression de saturation, de trop, c'est trop. Il y a trop de mensonges, il y a trop de volte-face, il y a trop d'insultes, il y a trop de surenchères. Et tout ceci est guidé, je crois, par un principe de domination, mais un principe de domination qui est systémique, que moi j'ai appelé un pouvoir de prédation, qui est un pouvoir de domination, de prédation, non seulement sur les opposants, sur les médias, sur les partenaires dans le monde, mais aussi sur les femmes, sur les minorités, sur l'environnement, sur tout un tas d'individus, de groupes qui ne vont pas dans le sens de ce pouvoir prédateur. Et finalement, ce qu'on peut se dire, on ne va pas forcément entrer dans les détails ici, mais c'est que tout ça, c'est aussi une violence genrée. C'est une violence genrée parce que c'est un principe de domination, de vouloir contrôler l'autre, de vouloir l'annihiler, de vouloir imposer à la fois son agenda, mais aussi son leadership, mais aussi sa manière de gouverner, et d'imposer un type de pouvoir et un programme qui procède à beaucoup d'égards de ce que les sociologues que vous connaissez peut-être, Rewin Connell et Messerschmitt, ont appelé la masculinité hégémonique. Et on retrouve vraiment ça de manière systémique, y compris dans les politiques nationalistes, dans les politiques racistes, de soutien aux racistes, dans tous ces régimes nationaux populistes que moi, comme d'autres, on qualifie de néofascistes, parce qu'il y a une volonté de détruire la démocratie, de détruire les institutions, une volonté vraiment de mettre le monde dans un chaos, d'exploiter la nature, etc. Les derniers décrets que Trump est en train de prendre avant de quitter le pouvoir en janvier, c'est relancer l'exploitation des énergies fossiles en Alaska, il a réfléchi à vouloir bombarder l'Iran, enfin bon, voilà, on est dans une... C'est ça aussi la masculinité hégémonique, la violence de genre, c'est pas simplement s'en prendre aux droits des femmes, même si évidemment... ça fait partie presque des obsessions de tous ces dirigeants, mais c'est plus systémique. Et donc c'est intéressant parce que face à ça, comme ça vient d'être dit très justement, et là il y a beaucoup de sujets à creuser, à la fois pour la recherche et pour le militantisme et pour les politiques publiques, face à ça, vous avez dans le monde des immenses mobilisations des femmes. Et je dis face à ça parce que je pense que c'est vraiment deux forces qui s'opposent et qui se nourrissent l'une l'autre. Des immenses mobilisations de femmes qu'on a vues ces dernières années avec les Women's March, j'en ai parlé, avec MeToo, mais même avant MeToo, en Argentine, au Chili, dans tout un tas de pays. C'est évidemment pas partout dans le monde, il y a des pays où c'est interdit de manifester, où les droits des femmes sont très très réduits, y compris dans les textes, où il y a c'est évidemment très difficile pour elles d'exprimer un MeToo dans certains pays, ça n'est pas possible. Et puis, vous avez le retour de bâton, le backlash, qui est difficile à traduire en français, mais on vient le ressac ou le boomerang, ou je ne sais pas comment on peut le traduire, qui peut être qualifié de gifle anti-MeToo ou de revanche de MeToo qu'on voit aujourd'hui en Pologne, qu'on voit évidemment au Brésil, qu'on voit en Hongrie, qu'on voit dans l'Amérique de Trump. Mais en plus de ça, on voit que les femmes sont peut-être, est-ce que c'est plus qu'avant ou est-ce que c'est plus médiatisé? Est-ce que c'est plus pris au sérieux aussi par les pouvoirs politiques? Les femmes sont en première ligne dans des mobilisations qui, évidemment, portent la question des droits des femmes, mais portent aussi la lutte contre la corruption, la consolidation de la démocratie, le combat pour les droits socio-économiques, la lutte contre toutes les inégalités, et pas seulement leurs propres droits, mais parfois la lutte en faveur de leurs propres droits a eu un effet mobilisateur pour revendiquer d'autres choses plus vastes. C'est le cas au Chili, par exemple. Au Chili, les mobilisations pour la réécriture de la Constitution,
elles ont pu avoir lieu parce que, en particulier, il y a eu toutes ces mobilisations féministes 2018-2019 pour les revendications des droits, et ça a eu un effet d'entraînement, ça c'est documenté, c'est démontré, plus vaste dans la société pour revendiquer une démocratie qui soit plus respectueuse de tous et de toutes. Et c'est les mobilisations au Chili en 2019, c'est les plus grandes mobilisations depuis la fin de la dictature. Et donc, voilà, on le voit aujourd'hui en Biélorussie, on l'a vu au Liban, on l'a vu dans le Irak algérien aussi, avec le carré féministe au Soudan. Ce sont des revendications qui sont en partie féministes, mais qui sont portées par les femmes et qui vont au-delà des simples revendications féministes. Elles renouvellent aussi les cadres de mobilisation, elles renouvellent les répertoires d'action. Et en face, vous avez une répression qui soit est d'autant plus dure, soit ne sait pas comment faire, comme au Liban par exemple, ne sait pas comment faire, ou en Biélorussie, parce qu'ils hésitent à violenter les femmes, à les emprisonner, parce que les images pour le monde entier seraient désastreuses. Au Chili, en Argentine, en Équateur, ils ne se sont pas posé ces questions. Il y a eu des répressions très dures, des violences sexuelles de la part des policiers vis-à-vis des manifestants, etc. Donc voilà un peu ce sur quoi je réfléchis. Pour donner quelques exemples, pour parler des droits des femmes et des minorités, dans l'Amérique de Trump, évidemment, et dans le Brésil de Bolsonaro, il y a une restriction très forte de l'accès à l'avortement, une restriction aussi très forte des femmes, de l'accès à la santé des femmes ou des LGBT, l'arrêt de certaines dispositions pour lutter contre les discriminations salariales. Et il y a aussi une volonté de s'en prendre aux droits des femmes à l'international, pas seulement dans leur propre pays. Par exemple, une des premières mesures que Trump a prises quand il est arrivé au pouvoir, c'est de re-signer un décret qui est signé par tous les présidents républicains et que tous les présidents démocrates annulent quand ils arrivent, on va voir si Biden l'annule, qui est de couper les subventions fédérales aux associations qui, dans le monde, et notamment dans les pays en développement, font de l'information sur ou aident pour l'accès à l'avortement. Donc, il y a une volonté d'agir aussi à l'international. Et puis, en 2019, un autre exemple, les États-Unis ont exigé que les textes des Nations Unies relatifs aux survivants et aux survivantes de violences sexuelles dans le cadre des contextes de guerre n'évoquent pas la santé sexuelle et reproductive, au prétexte que la référence à l'avortement y serait implicite. Or, la santé sexuelle, c'est aussi la médecine réparatrice après des mutilations, des tortures, des blessures, sans oublier les conséquences sociales et économiques que non seulement des femmes, mais aussi des hommes et des enfants peuvent subir. Donc, dans tous ces aspects très idéologiques, politiques, qui ont des effets très concrets, hein, ce n'est pas juste des clowns, hein, Bolsonaro et Trump, et tous ceux qui s'en inspirent. Ce n'est pas juste des clowns ou des bouffons, comme on l'entend parfois. Les affiches sont très, très réelles sur la vie des gens. Eh bien, ce type de mesures témoigne évidemment d'une idéologie, mais aussi d'une méconnaissance très forte de la réalité sanitaire, de la réalité sociale des individus qui sont... et cette méconnaissance, elle est susceptible de mettre en danger la vie d'hommes, de femmes, y compris d'enfants, je l'ai dit. Par ailleurs, cette volonté de prédation, de domination sur les autres, ça touche aussi la planète. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a une volonté de détruire l'environnement, de déréguler tout ce qui a été fait par les gouvernements plus progressistes, ou en tout cas plus soucieux de ces questions auparavant. Et là aussi, on voit qu'il y a une idéologie qui est nourrie par le climato-scepticisme, mais aussi par finalement une vision très court-termiste des choses, comme si on pouvait se glorifier, se mettre en scène dans la destruction de l'environnement parce que ça peut sauver des emplois, parce que ça peut sauver des industries traditionnelles, les industries minières, les industries du bois, les industries de l'énergie, des énergies fossiles. Et tout ceci est guidé par une véritable volonté de domination, de contrôle et de domination, comme si finalement les questions environnementales, préservation de la biodiversité, protection des espèces animales, etc., c'était de l'ordre du féminin, c'était de l'ordre du féminin. Et ça aussi, c'est documenté par la recherche,
la recherche qui montre que la défense de l'environnement est vue dans un certain nombre de représentations collectives comme relevant de la faiblesse, de la douceur, du féminin, alors que le masculin, eh bien, c'est pouvoir dominer, exploiter, etc. Je n'entre pas dans les détails, mais tout ceci est documenté par la recherche. Et puis, cette violence genrée, cette volonté de prédation, de domination, eh bien, la Covid-19 nous a donné un effet loupe dessus. Il y a eu vraiment un effet loupe sur ces questions-là, puisque c'est aussi le refus de prendre soin. C'est le refus d'accepter la vulnérabilité d'une société, d'accepter la vulnérabilité de certaines populations, de prendre des mesures qui seraient de l'ordre de la protection, de l'empathie, de la bienveillance, du soin. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? Et c'est vraiment très, très flagrant dans l'Amérique de Trump, dans le Brésil de Bolsonaro, à un certain moment avant qu'il soit malade dans le Royaume-Uni de Boris Johnson. La Hongrie d'Orban, c'est un peu différent, mais il s'est quand même octroyé les pleins pouvoirs à un moment pour gérer la Covid. Bon, on a vu que cette gestion de la Covid était désastreuse en termes sanitaires. C'est-à-dire que rien n'est fait. Tout est laissé un peu au petit bonheur, la chance, et les inégalités se sont accrues. Les inégalités entre les riches et les pauvres, les inégalités entre les minorités ethniques et les autres. En plus, on est dans un discours qui se veut performatif, mais qui finalement n'a que peu d'effet d'immunité collective, mais bon, de force, de combat. On a vu quand Trump a attrapé la Covid, il a dit, après avoir reçu un traitement à 100 000 $, il a dit « ne vous laissez pas dominer par cette maladie ». Facile quand on a un traitement à 100 000 $ dans un pays où il y a des dizaines de millions de gens qui n'ont pas d'assurance santé. Mais voilà, ce discours et cette politique publique de refus de l'empathie, de refus de l'aide aux plus faibles, du refus de la vulnérabilité, comme si la vulnérabilité c'était négatif. Eh bien, la Covid nous a donné un effet loupe sur ces questions-là. Elle nous a donné aussi un effet loupe plus globalement sur les questions de genre, et avec notamment la notion d'éthique du care, qui vient du féminisme militant et du féminisme universitaire. L'éthique du care qui montre que les professions les plus exposées à la maladie et les personnes qui prennent le plus soin des autres en cas de pandémie, en cas de crise sanitaire, eh bien, ce sont beaucoup les femmes, et les femmes des classes populaires, les femmes racisées, les femmes immigrées, notamment en Europe. Et donc, on voit que les politiques publiques, le réel, gagnent à s'inspirer des travaux scientifiques, des réflexions militantes, qui ont mis au jour un certain nombre d'éléments qu'on voit aujourd'hui avec un effet loupe. Et peut-être je terminerai, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais peut-être je terminerai sur le fait que les pays qui s'en sont le plus sortis dans la gestion de la Covid ça a été beaucoup commenté, donc je reviens dessus brièvement, sont beaucoup des pays qui sont dirigés par des femmes. Non pas parce que les femmes dirigent mieux que les hommes naturellement, c'est pas ça, c'est des pays où, je pense aux pays d'Europe du Nord, la Nouvelle-Zélande de Jacinda Ardern et l'Allemagne de Merkel, pour citer que quelques exemples, sont des pays qui soit font traditionnellement plus confiance à la science pour gouverner. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple, avec Merkel, qui est elle-même une scientifique et qui s'est entourée de scientifiques, pas que des médecins comme nous en France, mais d'autres types de scientifiques. Il y a une tradition aussi en Allemagne de nourrir les politiques publiques avec la science. Là, je vais vite. Les pays du Nord et la Nouvelle-Zélande, ce sont des pays qui ont une tradition plus grande dans la parité politique. C'est-à-dire qu'on écoute plus les femmes. On écoute plus les femmes qui sont au pouvoir, on écoute plus ce que les femmes ont à dire d'une manière générale dans les processus de décision. Or, les femmes, elles ont très souvent une expérience genrée, située, qui leur dit que l'attention aux autres, l'empathie,
le soin, eh bien, ça ne fait pas partie des choses négligeables par rapport à relancer l'économie, par exemple, ou relancer la consommation, ce qui est quand même beaucoup le prisme français, par exemple, ou dans d'autres pays aujourd'hui. Et donc, ça compte. Quand on prend des décisions, dans ces pays-là, on écoute plus la parole des femmes scientifiques, la parole des femmes dans les corps intermédiaires, et on écoute plus la parole des femmes aussi dans des situations où les gouvernements, ou les administrations, ou les agences de santé sont davantage paritaires. Je vais vite, encore une fois, hein, au risque de faire des raccourcis. Et évidemment, bon, c'est surtout les pays d'Europe du Nord sont les pays où il y a aussi, il faut le dire, un État-providence qui est plus développé que dans d'autres pays du monde. Donc, évidemment, ça joue aussi dans la gestion d'une pandémie. Mais tout ça pour dire quand on est dans une vision de prédation, de domination, une vision très viriliste, très genrée des choses, ça n'a pas les mêmes effets sur le réel que quand on est dans d'autres types de pouvoir. Et je crois que aujourd'hui, on n'a que quelques enseignements de ça parce qu'on manque de recul, mais ce serait très intéressant d'observer plus en détail ce qui s'est passé. Et enfin, dernier point, je m'arrête dessus, on voit qu'aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure, les femmes sont souvent en première ligne pour proposer aussi un autre type de pouvoir, une démocratie qui est plus bienveillante, une démocratie qui est plus inclusive, qui lutte contre toutes les formes d'inégalité. Et dans les jeunes générations en particulier, tous ces combats, différents types de combats se rejoignent. Dans les leaders de la lutte contre le dérèglement climatique, c'est beaucoup des jeunes femmes. Il y a Thunberg, mais il n'y a pas que Thunberg, il y a aussi Jamie Margolin aux États-Unis et d'autres encore. Aux États-Unis, vous avez beaucoup de jeunes femmes qui sont, même des adolescentes, hein, qui sont en première ligne dans le combat contre le libre port d'armes. Idem dans les mouvements Black Lives Matter, par exemple Say Her Name et d'autres, c'est des jeunes femmes qui sont beaucoup en première ligne, et je ne parle même pas des féminismes, évidemment. C'est très visible, bien sûr. Il y a des hommes, évidemment, mais on voit que le leadership des femmes est très présent et tous ces combats se rejoignent. Ce n'est pas des combats qui sont en silo. C'est très intéressant à observer sur les féminismes aux États-Unis et dans le monde, sur les combats environnementaux, sur les combats contre les violences policières, les violences racistes. C'est souvent les mêmes. Et ça aussi, c'est un des ingrédients de la victoire de Joe Biden. C'est un autre sujet, mais c'est quand même un ingrédient de sa victoire. Une immense mobilisation des femmes noires, notamment dans certains États, qui ont vraiment permis qu'il l'emporte en Géorgie, par exemple. Et donc, tout ça, c'est porteur d'espoir parce que c'est des jeunes générations. Là encore, je vais vite, hein, mais bon, c'est des jeunes générations. Les combats se croisent. Ils nous aident à réfléchir à des démocraties, à des universels qui sont plus inclusifs et qui ne fonctionnent pas de manière séparée ou en silo. Et donc là, il y a vraiment matière à réfléchir, à la fois pour la science, pour le militantisme et pour l'action publique. Voilà ce que je pourrais vous dire. Merci beaucoup, Marie-Cécile. C'était vraiment très intéressant. Moi, j'avais juste je trouve que c'est très intéressant aussi quand tu ouvres sur le fait qu'il y ait plein de jeunes femmes qui soient dans les leaders de tous ces mouvements et tout. C'est aussi, je rajouterais aussi que c'est souvent des personnes qui font partie aussi des mouvements LGBT. La plupart, que ce soit les personnes qui ont créé le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, qui sont des femmes lesbiennes. Il y a plusieurs personnes non binaires dans les jeunes femmes que ce soit la personne, j'oublie, la jeune femme qui est justement leaduse pour les droits, la lutte contre les ports des armes aux États-Unis. Il y a aussi, je pense que ça joue aussi vraiment fort dans ces mouvements-là. Megan Rapinoe aussi, dans la championne. Tout à fait. Elle est de tous les combats, elle aussi. Ouais. Bah oui. Et c'est ce que dit Alice Coffin dans Le génie lesbien, d'ailleurs, sur le fait que les lesbiennes sont souvent à l'avant-centre de tous ces combats politiques. Et moi, en fait, j'avais une question qui était comment tu analyses la France, en fait, dans ce prisme-là? Parce que là, du coup, on parle de la Belgique de Bolsonaro, on parle de Trump, mais on a aussi une certaine démocratie en France et une certaine manière de faire de la diplomatie. Est-ce que tu l'analyses comme une diplomatie, une démocratie féministe ou pas du tout? En France, on a un boys club qui nous dirige,
qui se pense moderne, mais qui fait la preuve qu'il est quand même pas très très moderne. Je trouve que non, le pouvoir politique actuel en France est pas ce qu'on nous avait vendu en 2017 déjà, premièrement. Et c'est de moins en moins ce qu'on nous a vendu en 2017. Je trouve que bon, c'est clairement un pouvoir de droite. Personne n'est plus dupe du contraire, à part peut-être les macronistes, mais je ne sais pas. Je trouve que c'est évidemment difficilement comparable à un pouvoir national populiste, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Il ne faut quand même pas dire ça, mais il y a parfois des tentations. Il y a parfois des tentations de hiérarchiser certains sujets et d'être dans un peu bon, les questions environnementales, c'est pas si important, les questions des droits des femmes, c'est pas si important. Ils retiennent pas notamment les leçons du premier confinement. Là, on en a notre deuxième confinement. Le premier confinement où il y a eu vraiment une recrudescence des violences faites aux femmes, des violences faites aux enfants aussi. Ça commence à devenir un peu un agenda, notamment à la ville de Paris. Mais bon, au niveau de l'État, pas tellement. On est sur une manière de faire de la politique, une manière de faire de la politique et une manière d'envisager les sujets de l'agenda qui sont très, très traditionnels, je trouve, avec un focus sur l'économie, la consommation, et en négligeant tout un tas de sujets, considérant qu'ils sont secondaires. On manque quelque chose, mais on manque aussi quelque chose dans la confiance des citoyens envers le politique, parce que les gens vivent ça au quotidien. Les femmes, elles le vivent au quotidien, les enfants, etc. En France, il y a des études alarmistes aussi peut-être, alarmantes sur l'état de santé des jeunes. Les jeunes sont dans une situation d'angoisse terrible à cause de la Covid, mais aussi sur la question environnementale. Il y a une vague de dépression, de déprime dans la jeunesse, toute classe sociale confondue, qui est assez inquiétante, et j'ai pas l'impression que ça préoccupe beaucoup le pouvoir politique. Et après, dans la manière de gouverner, bon, ça reste un boys club, hein, quand même. Bon, voilà. C'est un peu viriliste quand même à certains égards. La France est jointe au Canada, parce que la France a pris le flambeau du Canada sur l'organisation des G7, sur le sujet de la diplomatie féministe, avec le fait de dire, voilà, dans le monde, il faut considérer que les femmes sont très souvent les plus vulnérables. Donc, il faut cibler mieux certaines populations dans les aides au développement en particulier, mais les femmes sont aussi des actrices du changement dans beaucoup de pays qui reçoivent les aides au développement. Autant le Canada, la Suède, les Nations Unies, l'Agence française de développement, on voit bien ce qui est fait parce que c'est concret, c'est mesuré. Autant la France, j'ai l'impression que c'est encore beaucoup des effets d'annonce, de l'affichage. Et honnêtement, hein, franchement, hein, depuis 3 ans, la manière dont le pouvoir politique s'est emparé des droits des femmes est très, très décevante. Oui, c'est vrai qu'on peut rappeler le chiffre du budget en France en 2017 pour l'égalité homme-femme, c'est 0,006% du budget pour la grande cause du quinquennat. Donc, oui, on est bien loin, effectivement, de ce qu'on dit, quoi. Oui, c'est pas comme si les associations ne tiraient pas la sonnette d'alarme et que c'était pas documenté non plus. C'est documenté. Puis, en fait, de tout ce qui a été dit depuis le début, que ce soit par Marie-Cécile, par Mélanie, par Jeanne, il y a toute la question en fait de la domination économique. En fait, il y a toute la question du fait que quand tu parles de prédation, c'est également ça, c'est également le fait que pour sortir des violences, qu'elles soient économiques, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient physiques et tout, il faut avoir un capital et que voilà, on en parlait dans le soin, qui sont des professions pas assez payées. Ouais, donc, je ne sais pas comment tu le vois, parce que tu en as un petit peu parlé en termes de prédation, mais est-ce que tu as des bons exemples, en tout cas, de gestion, de diplomatie féministe dans ce sens-là, en fait, dans le sens pour sortir de cette domination économique spécifiquement? Là, comme ça, je ne saurais pas trop vous dire à brûle pour point. Je vous renvoie au travail de la sociologue Sandra Laugier, la philosophe Sandra Laugier,
qui vient de faire un petit tract, un petit bouquin chez Gallimard, que j'ai interviewé récemment, vient de faire à l'IRIS un numéro genre et géopolitique, un numéro de la revue internationale et stratégique, intitulé La géopolitique par le genre, où je l'interviewe sur justement l'éthique du Caire. Mais elle est beaucoup dans le constat. Après, dans les politiques publiques efficaces qui ont été mises en place, là j'avoue, je ne sais pas trop, mais ça doit pouvoir se trouver soit dans les politiques de développement, soit dans les politiques nationales. Mais là, comme ça, je ne vois pas trop. Après, je pense que l'exemple néo-zélandais doit être assez intéressant à observer de près. Parce que Ardern, elle a, depuis plusieurs mois, même avant la Covid, elle a dit qu'elle voulait mettre les ODD, les 17 ODD, au centre de ses politiques publiques, d'en faire un fil conducteur de ses politiques publiques. Et là, elle a annoncé depuis sa réélection qu'elle voulait s'attaquer aux droits des enfants et faire de la Nouvelle-Zélande un peu le phare de l'Océanie en matière de protection de l'environnement. Donc, je pense que cette manière d'envisager les choses vraiment de manière transversale, et c'est vrai que l'agenda 2030 peut être un bon cadre, même s'il est grand, hein, mais peut être un bon cadre de montrer que les choses sont systémiques et sont liées les unes aux autres. Peut-être l'exemple néo-zélandais est intéressant à observer de près, aller voir ce qu'elle fait concrètement. Merci beaucoup. Là-dessus, si je peux rebondir, oui, Léa, juste de dire qu'effectivement a déjà été mentionnée toute la perspective des budgets genrés, gender budgeting, dont parlait aussi Mélanie, dont parlait Jeanne, l'exemple de la ville de Vienne. Et ce qui serait intéressant sur un plan international, c'est d'observer si à l'échelle d'un État, en fait, ces efforts ont été déployés. Le public ne peut pas tout faire, mais effectivement, je serais assez curieux de savoir si à l'échelle d'un État ou à l'échelle des budgets d'un ministère, comme on peut le faire aujourd'hui à l'échelle des collectivités locales, est-ce que c'est des perspectives qui ont été essayées à creuser? Je vais poser peut-être du coup une toute dernière question avant qu'on termine. Sabrina qui n'arrivait pas à poser cette question, mais qui est très intéressante et qui dit qu'on voit en fait que le débat il est en train de s'intensifier et de s'intéresser beaucoup plus maintenant, un peu enfin, dans les pays francophones comme la Belgique ou la France, aux questions d'intersectionnalité. Et elle demandait en fait si le débat existait depuis plus longtemps aux États-Unis et s'il y a plus d'avancées de littérature sur le sujet. Effectivement, ça va être facile à répondre. Oui, clairement oui. L'intersectionnalité, c'est un concept qui vient des États-Unis. C'est un gros mot en France, le pouvoir politique français qui parle d'intersectionnalisme d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on font la preuve qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc nous sommes le bras, je dis nous parce que je me mets dans le tas, nous sommes le bras armé de l'islamisme français, de l'islamisme en France dans les universités. Enfin, voilà les raccourcis qu'il y a. Oui, c'est un concept qui vient de Kimberly Crenshaw, mais aussi d'autres autrices comme Bell Hooks, par exemple. Ça vient notamment du black feminism et ça a été beaucoup conceptualisé, utilisé aux États-Unis dans les années 80, dès les années 80-90, à la fois dans la sphère militante et dans le champ universitaire. Et ça a été importé en France un peu plus. Et en Belgique, je ne sais pas, mais je suppose que c'est un peu la même chose. Un peu plus tard, disons une quinzaine d'années plus tard. Mais maintenant, il y a quand même pas mal de travaux sur le sujet. Et justement, quand on analyse les questions de violence faites aux femmes, il y avait un article dans Mediapart ces derniers jours qui parlait de la violence faite aux femmes dans les beaux quartiers à Paris. C'est souvent tu, c'est souvent plus difficile à détecter parce que c'est encore plus honteux, on va dire. Si on n'a pas cette approche intersectionnelle de croiser les questions de classe, les questions d'origine, les questions de genre, mais aussi plein d'autres approches, plein d'autres paramètres, eh bien on reste dans des angles morts de l'analyse et donc les politiques publiques sont lacunaires. Mais oui, c'est un concept qui vient des États-Unis, effectivement. Ben voilà, mais on essaie de faire un petit tour, effectivement, les sujets des violences machistes faites aux femmes, violences de genre, comme les noms qu'on leur donne, c'est des violences très larges. Il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à voir, et on n'a pu faire qu'une toute petite partie ce soir. Mais je ne doute pas que si ça vous intéresse, il y aura pas mal de choses qui vont être, à mon avis, sur les réseaux autour de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes qui est le 25 novembre. Donc, n'hésitez pas à regarder. Je pense qu'il y aura pas mal de choses qui sont faites, que ce soit du côté d'Europe Écologie Les Verts en général ou même de plein d'autres associations qui sont spécialistes sur le sujet. Et pour terminer, peut-être s'il y a des gens que ça intéresse d'aller voir un peu plus des chiffres ou de s'informer, il y a une association qui travaille extrêmement spécifiquement là-dessus en France qui s'appelle Nous Toutes,
et qui est vraiment bien spécialisé. Donc voilà, je vous conseille d'aller regarder tout ça. Et ben voilà, je pense on peut clôturer ce séminaire. Il est 20h02, c'est magnifique.